Bonjour. Oui bon, on va encore parler dans l'avion des années 50, ouais, je sais, voilà, et ouais, ça va, vous allez pas vous plaindre, putain, moi je vous fais des vidéos, moi, hein. Il y a des gens, genre Fuse Jumper, ils ont complètement changé de concept et personne dit rien, putain, j'en ai marre. C'est pas possible, YouTube. Putain. Bon allez, zen. Bon, vidéo sur un avion des années 50, mais restez, c'est intéressant. En gros, notre histoire commence en 1948. T'as les mecs de la Navy, ils rentrent certainement de mission, ils en ont marre, ils ont envie d'en finir, tu vois. Ils rentrent et ils font une péta soirée. Et encore une fois, je sais pas ce qu'ils ont pris, hein, mais t'as un d'entre eux, il dit « Ouais, vas-y, on fait un hydravion supersonique. » T'as ses potes, bon, la moitié, hein, parce que l'autre est dans un coma éthylique, qui répondent « Oh, mais vas-y, trop bonne idée !» Bon, ça c'est la version officieuse, parce qu'officiellement, la Navy voulait un hydravion supersonique, un intercepteur. Ils voulaient un intercepteur supersonique, sauf que les avions supersoniques de l'époque, il faut qu'ils décollent vite et qu'ils atterrissent vite. Et le problème, c'est que sur un porte-avions, quand t'as pas les technologies de catapultage ou de brin d'arrêt suffisantes pour accueillir ce genre d'avion, c'est pas possible. Donc il faut forcément trouver autre chose. En plus à l'époque, se poser avec des avions comme ça, ils étaient instables, enfin vraiment, mais l'horreur, on pouvait pas faire autrement. Donc ils font un appel d'offres, avec des demandes de prototypes, et il y a Convair qui répond, avec le XF2Y Siddharth. Quel nom de merde, bon, on va l'appeler Siddharth hein, à partir de maintenant, comme ça on va pas se faire chier. Hein. L'avantage d'avoir un hydravion supersonique à l'époque, c'est qu'il peut décoller d'un peu partout, tant qu'il y a de l'eau. Hein, voilà. À l'époque, les pistes, c'est has-been. Has-been. C'est l'océan maintenant. Et quand t'es sur l'Atlantique ou le Pacifique, hein, t'as 4000 km de piste. Hein. Franchement, on peut pas se plaindre. Hein. Bon, après, c'est pas une piste giga rectiligne. Hein, tu sais, bon, t'as des vagues, t'as des bateaux, t'as des baleines, t'as des... On va en parler de tout ça, parce qu'il y a des histoires intéressantes. Bon, déjà, pour l'époque, le cahier des charges est quand même vachement ambitieux. Déjà, décoller sur l'eau, je vous apprends rien. L'eau, c'est très dense, donc ça génère une traînée sur la structure lorsqu'il doit décoller qui est énorme. Vraiment, c'est encore un problème aujourd'hui sur nos hydravions à nous. Voilà. La vitesse d'amérissage est énorme. Et comme on dit, et à raison d'ailleurs, quand on tape de l'eau à très haute vitesse, c'est comme du béton. Bah là, oui, il faut que la structure tienne le coup, quand même. Donc c'est cet aspect-là qui est très important. Et l'eau salée dans les réacteurs, enfin... Il y a beaucoup de merde. Voilà. Du coup, il y a les ingénieurs de chez Convair qui sont un peu moins défoncés peut-être que ceux de la Navy, quand même, qui trouvent quelques petites solutions. Quelques, hein. Bon, pour résoudre tous ces problèmes qui ont été déduits, ils vont créer plein de prototypes de taille 1/10. Au début, c'était assez rustique, hein. Pour limiter les coûts, ils faisaient ça en bois et en toile. Du coup, ça flottait. C'est quand même pratique pour un hydravion, hein. Et ils ont passé 2 ans sur ces tests. Ce qui est énorme. Vous remarquez aussi sur les images, ici, que les prototypes, ils n'ont pas du tout la même forme que le Siddharth final. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a un truc qu'ils connaissaient pas, qui s'appelle l'aile delta. Et là, ils viennent de le découvrir. Convair vient de le découvrir. Pas mal, en faisant le premier avion à aile delta américain, le XF-92A. Et en fait, ils se sont inspirés, du coup, de cette aile delta, pour la mettre sur le Siddharth, parce qu'ils se rendaient compte que, ouais, c'était pas mal de décoller avec ça. Du coup, les ingénieurs sur le projet du Siddharth, ils ont pété un câble, ils ont tout recommencé, enfin, c'était relou. Et au final, ils ont refait des tests avec une aile delta, et dès que c'était terminé, ils se sont dit, bon, il faudra peut-être un moyen de le faire décoller plus facilement. Du coup, ils ont mis des patins dessus. Pas comme le X-15 qui se posait sur un lac de sel, mais là, c'était des patins pour décoller dans de l'eau salée. C'est pas la même chose. Bon, ces patins, en réalité, c'est plutôt des skis, hein. Mais en fait, ces skis permettaient à l'avion de pouvoir se cabrer et du coup de pouvoir décoller, de trouver la portance nécessaire pour ça. De pouvoir aussi se contrôler au sol, c'était intéressant. C'est pour ça qu'il y avait 2 skis, au début, en tout cas. Il y a eu énormément de tests dessus, parce qu'il faut vraiment optimiser au maximum, ce qui est plutôt normal. Là, vous pouvez voir sur ces images, les tests, c'était vraiment monté sur des grues et ils les faisaient descendre pour faire les tests sur l'eau directement. J'aime beaucoup leur manière de faire les tests à l'époque. C'était vraiment empirique. Ces images-là sont la raison pour laquelle j'adore cette époque. Vraiment, il n'y avait pas d'ordinateur, aucune simulation, rien. Ils devaient tout faire par eux-mêmes en vrai. Même si c'était complètement débile. Et je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Bon, revenons au sujet. Les premiers prototypes réels, cette fois-ci, sont mis en production. D'accord? Il y a le premier prototype qui sort d'usine en décembre 1952. Et il est propulsé à l'aide de 2 moteurs provisoires. Encore des moteurs provisoires, bon ça c'est les States, vous connaissez. Des J34 qui font pour chacun 1,5 tonne de poussée. Bon, c'est la moitié de ce qu'ils voulaient à la base, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Ils font leurs tests dans la baie de San Diego. Tout simplement pour les conditions, hein, il n'y a pas beaucoup de vagues, vu que c'est une baie, donc c'est plutôt sympa. Néanmoins, les tests sont un petit peu compliqués. Comme vous voyez sur ces images, hein, les pilotes font des accélérations sans décoller, pour voir son comportement à sa vitesse juste avant le décollage. Et on peut voir sur ces images d'ailleurs que ça a vraiment pas l'air facile à gérer. Mais bon, ils se démontent pas, hein. Et le 9 avril 1953, ils font le premier vol du Siddharth, officiellement. Parce que, bon, ils sont en moitié envolés avant, mais ça c'est une autre histoire, hein, ils étaient complètement cons. Et après ce vol d'essai qui se passe bien, ils décidaient de faire des tests du coup dans la mer, quoi, dans les vagues quoi si vous voulez, à peu près 10 km des côtes. Après avoir fait voler plein de fois, avoir réglé plein de problèmes, il y en a un qui persistait quand même.
Et c'était les skis. Encore eux. Les pilotes les trouvaient vraiment pas ouf. Plein de problèmes, c'était pas stable, il y avait beaucoup de chocs. Du coup, les ingénieurs, ils ont réfléchi et ils se sont dit, ouais, on va faire un monoski plutôt à la place. Ça a plein d'avantages, en tout point déjà. Ça pèse moins lourd, donc il y en a un au lieu de deux. Certes un peu plus gros, mais quand même. De meilleures performances au décollage, vu qu'il y a moins de traînées dans l'eau, ce qui est plutôt logique. Il y a moins de vibrations, vu que c'est une plus grande surface. Donc ça a quand même pas mal d'avantages par rapport à avant. Il y a quand même du progrès. Et en plus, ça c'est cool, ils ont rajouté les 2 nouveaux moteurs. Enfin, ils sont sortis de la lignée d'1 litre de pureté. La motorisation définitive, qui sont les J46, avec 2,7 tonnes de poussée chacun. Pas mal, mais bon. Pour un avion qui faisait quand même 7,4 tonnes masse max, c'est bon. C'est pas ouf, hein. Mais bon, pour l'époque, c'est pas trop mal. Vous avez également remarqué les entrées d'air du moteur au-dessus du fuselage pour empêcher les projections d'eau d'arriver dans le moteur. Si on limite ça, ça peut être pratique. Lors des tests, ils ont remarqué qu'il y avait énormément de morceaux de sel qui se formaient, liés justement à l'ingurgitation d'eau de mer, et ça entravait les performances du moteur. Alors je me dis, c'est quand même fort de juste entraver les performances, sachant qu'on pourrait juste le foudroyer sa grand-mère, tu vois. Mais bon, ça marchait. Au moins on peut lui garder ça, ce petit moteur. Du coup, ils ont fait un petit système qui envoyait de l'eau plate dans le moteur, pour retirer ces morceaux de sel qui bloquaient en fait le moteur au final. Voilà, hein, toujours très rustique. Il y avait aussi pas mal de problèmes opérationnels. Les pilotes, ils se plaignaient d'énormes coups en fait. Dès qu'ils croisaient une vague, ils se prenaient des facteurs de charge de bâtard, c'était hyper violent. Déjà pour le pilote, mais aussi structurellement pour l'avion. Il pouvait pas durer des années s'ils se prenaient ça dans la gueule tout le temps. Voilà pour ces petites infos là. Ensuite, ils ont eu quelques petites idées un peu connes, hein, du style le foutre dans un sous-marin et de le rendre opérationnel à des endroits de manière un peu plus furtive. L'idée est bonne, mais bon, les sous-marins de l'époque, ils sont tout petits. En plus, mettre un ascenseur pour faire sortir l'avion, c'est une catastrophe, c'est hyper galère à faire, ça va fragiliser le sous-marin. Il y a des histoires de masse, enfin, rien n'allait. Voilà, du coup, ça a été avorté au final. Il atteindra finalement Mach 1. Difficilement, mais quand même. Il atteindra Mach 1 en piqué. Pourquoi en piqué? Tout simplement parce que le moteur n'était pas vraiment assez puissant pour atteindre ces vitesses-là. Certaines personnes disent que à l'époque, certains avions passaient le mur du son, ils le passaient doucement, gentiment. Il n'y avait pas vraiment de... C'était pas violent structurellement. Lui, on forçait vraiment le mur du son. Et c'est ça qui était compliqué. Sa forme était vraiment compliquée. Malheureusement, il y aura un accident avec cet avion. Comme tout prototype, il y a forcément des accidents, c'est le Dark Side of the Prototype. Le 4 novembre 1954, lors d'une démonstration, Charles E. Ridgeberg dépasse involontairement les limites structurelles de l'avion, et l'avion il se désintègre en vol sous les yeux des officiels de la Navy. On pouvait pas faire pire. Et déjà que eux, ils croyaient plus en le projet, parce qu'ils s'étaient réveillés de leur soirée défoncée, ils se sont dit, bon bah, malheureusement, c'est fini. Donc le programme, malheureusement, prendra fin en 1957. Voilà, bien triste, mais bon, ils l'ont quand même fait. Je trouve ça formidable, en tout point, vraiment. Il y en aura 5 de construits, et seulement 3 auront volé. Voilà grossièrement pour l'histoire de cet avion. C'est vraiment intéressant que des gens aient pensé ça. Enfin, aujourd'hui, ce serait peut-être possible, avec du budget et tout, mais à l'époque, enfin, c'était tellement ambitieux. Ça pouvait pas marcher. Mais ils ont quand même fait un truc. C'est ça qu'ils sont vraiment très très forts. Pour ma part, j'ai découvert cet avion il y a pas mal de temps. J'étais en 3ème à l'époque, donc ça remonte pas mal. Et j'avais vu ça dans un documentaire, je trouvais ça fascinant, je me dis putain mais les mecs c'est des malades mentaux. Et ça me trottait dans la tête depuis longtemps d'en parler, et je suis content de pouvoir en faire une vidéo aujourd'hui dessus. Évidemment c'est pas tout exhaustif, hein. Si vous voulez rajouter des choses n'hésitez pas en commentaire, hein, commentez, hein. Et évidemment abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas. Je suis content, la vidéo sur le 15 a plutôt bien marché, donc voilà, continuons sur cette lancée, moi ça me fait très très plaisir. Je vous attends avec une vidéo, là j'ai fait un sondage il y a 2 secondes pour vous dire que je changeais la vidéo à dimanche, parce qu'en fait les études c'est pas ouf à côté, enfin ça prend du temps. J'ai une idée de vidéo aussi sur du complotisme. On verra ce que ça donne, mais voilà. Voilà, je vous dis à dimanche prochain, et ciao.